Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Maintenant, je vais poursuivre sur l'année 2011 cette fois-ci, et que j'ai déjà achevé l'année 2010. Donc maintenant, je m'attaque que à l'année 2011. Et sans trop tarder, je vous montre directement le premier DVD. Même si pour vous, c'est pas très étonnant, vu comment au début d'année, on commence toujours par un grand événement, qui sera un succès ou pas. Donc attendez, je vais vous montrer. Royal Rumble 2011. Et que là, on voit tous les visages des catcheurs. Là, on voit Randy Orton, Dolph Ziggler, Rey Mysterio, Big Show, Drew McIntyre, R-Truth, Sheamus, John Morrison, Le Miz, John Cena, Edge, Kane, Kofi Kingston et Alberto Del Rio. Alors, ce Royal Rumble est assez spécial. À la place de 30 superstars, c'est 40 superstars. Oui, vous ne rêvez pas, 40 superstars. Et que certains le critiquent comme un des pires Royal Rumble de tous les temps. Peut-être que le booking de ce Rumble est un peu mal branlé, on va dire ça comme ça, de manière vulgairement. Voilà. Et là, vous voyez bien la plupart des affrontements. Et il est bien en français. 2h56. Ouais. Donc pour ça, je vais un peu parler ce que j'ai un petit peu parlé avec Orbat. C'est vrai qu'elle m'avait pas mal parlé, enfin elle ou il, enfin je sais pas si j'arrive à différencier, mais hier j'avais adoré parler avec Orbat, où on parlait justement de la retraite de la fausse retraite de John Cena, on va dire ça entre guillemets. Car c'est vrai que nous, un premier temps, on avait tous cru que John Cena allait prendre sa retraite lors d'un épisode de Raw, et que finalement, on avait on avait un peu eu peur que ça arrivait, parce qu'on sait jamais, soit il prenait sa retraite, soit alors il quittait la WWE pour une autre compagnie qui était une fédération concurrente, à savoir la TNA, mais que, voilà, la WWE a su, on va dire, nous faire douter et nous faire un peu frissonner. Car c'est vrai que c'est un petit peu, comment, je sais pas comment l'expliquer clairement. Ça serait un gros choc si ta propre top star de de l'industrie part pour une autre fédération. Donc ce serait, on va dire, une ultime trahison pour la compagnie qui a tout fait pour toi, qui t'a fait de toi le plus grand main eventer, et aussi un des grands entrepreneurs. Donc c'est vrai que moi aussi j'avais cru, mais après, heureusement qu'il l'a pas fait. Donc voilà, au moins vous le saviez. J'espère que Orbat aura compris aussi. Et que c'est vrai que la retraite de Shawn Michaels m'avait autant touché et marqué. Faut dire que la plupart des retraites et départs, il y en a qui m'ont touché, hein. Même en décès de certains catcheurs, il y en a qui m'ont beaucoup marqué. Euh, Malheureusement, que j'ai pas connu, on va dire, la fin de carrière et la mort d'Owen Hart. Malheureusement, j'ai su à travers les reportages et les documentaires de la WWE. Et, mais sinon, c'est vrai que ça va un petit peu marquer les esprits, même si ça n'a pas non plus fort eu un énorme impact au niveau de l'industrie. Même si, euh, Même si la WWE a dû, on va dire, payer très très cher pour la famille du catcheur. Oui, car c'est sa femme qui a porté plainte face à la WWE pour avoir la justice, tout simplement. Mais bon, ça, je vais pas revenir là-dessus. Après, c'est vrai que Eddie Guerrero, la mort d'Eddie Guerrero m'avait beaucoup marqué, mais beaucoup, beaucoup marqué. Et que, et que aujourd'hui, pas mal de références à Eddie. Enfin, faut dire, ils en font pas mal de références. Car c'est vrai qu'il a été l'un des plus gros showman et
un des plus grands face, plus grand heel, ce que vous voulez. Après, en termes de départ, il y en a que ça vous dit pas ou ça vous marque peut-être pas du tout. Ben, le départ de Chris Jericho en 2005, de Christian également. Et après, heureusement qu'ils reviennent. Et après, ils repartent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et Bobby Lashley également. Bobby Lashley. Et après, ben, la retraite de Ric Flair, qui m'avait beaucoup marqué aussi. Qui m'avait beaucoup marqué, la retraite de Ric Flair. Et surtout, ça a fait beaucoup de bruit dans la génération NT1, Catch Attack. Ben, le départ de Jeff Hardy lors d'un SmackDown face à CM Punk, qui m'avait un peu brisé le cœur. Je le reconnais, avant que ça m'avait brisé le cœur. Jusqu'à ce qu'il va à la TNA, et il devient plus fort à la TNA. Donc je suivais ça de près par les magazines, et que j'ai trouvé ça génial, comme quoi il a su se remettre en forme, et peut-être qu'on se dirait, peut-être qu'un jour il reviendrait à la WWE. Il y a quoi comme exemple Après, c'est vrai que même Batista aussi. Même Batista. Ça m'avait un petit peu marqué, même s'il était heel. Mais après, on reconnaissait à quel point on adorait ce catcheur. Vu comment il avait un style à lui. Pas son style de catch, mais son style d'intensité qui était énorme. Et d'autres. Hein. Même le départ de CM Punk en 2014. La retraite de Daniel Bryan. Bref, la plupart, ils m'ont tous marqué. Donc, c'est vrai que j'avais un petit peu parlé aussi de l'histoire avec la Nexus et de John Cena à Orbat. Et que oui, on peut dire que John Cena a enterré la Nexus. C'est un petit peu abusé. C'est un petit peu abusé, mais j'ai pas tous les mots, malheureusement, pour tout décrire, malheureusement. Voilà, c'est tout ce que je sais dire en ce moment. Et bah, maintenant, je passe directement à WWE Réseau Souvenir, anciennement cinéphile, qui revient encore sur la vidéo de Chris Benoit, enfin, de Arknolts, où il disait toi aussi, t'as la pochette officielle, alors que G13 1105 l'a pas. Alors oui, au début, EG ne l'avait pas, la pochette de Arknolts en original, car, car lui, comme il explique, que lui voudrait, on va dire, boîtier transparent, blanc transparent, et que là, il l'avait en noir. Et comment te dire sans me faire passer pour le pire des mecs ben, il avait pas trouvé un premier temps, et qu'il avait fait déjà une review dessus, même sans liste des matchs, alors que moi j'avais la liste des matchs et j'ai su tout vous dire. Mais après, si tu regardes dans l'évolution de sa collection, parce que ça j'avais déjà regardé il y a pas mal de temps, et que on voit que sa collection avait énormément évolué, et que on va où est-ce qu'il y a la plupart des pochettes qui ont été éditées de 2002 à 2006. Donc si tu regardes bien, eh ben, on voit que le DVD Arknolts, eh ben, il a le boîtier blanc transparent. Ça veut dire qu'il a réussi à le trouver. Donc de dire qu'il l'a pas, excuse-moi, cinéphile, mais c'est un peu, c'est un peu propos de couillon. Des propos de fouteux, de couillon, que j'aimerais dire. Oh, sinon, la plupart des réponses que Orbat qu'elle m'avait posées, c'est sûr, j'ai adoré les répondre. Car, car je sais pas si j'aimais bien parler avec cette personne ou non, mais voilà. De toute façon, à la plupart des personnes qui donnent leur avis, je leur réponds gentiment. De toute façon, je vais pas vous mordre. Certes, j'ai été un peu agressif avec Cinéphile, parce que il m'avait beaucoup un peu mis des bâtons dans les roues. Mais quand c'est des nouvelles personnes, j'essaye de mieux m'exprimer. À tout prix, j'essaye de mieux m'exprimer, parce que j'ai pas envie que vous me sortez comme réponse en disant je m'exprime très très mal, ou encore je ne sais rien du tout à propos de toute cette histoire. Alors que si je sais à propos de toute l'histoire du catch, et que l'histoire du catch est tellement passionnant et captivant aussi à la fois.
Voilà, ça c'était mes réponses à Orbat et WWE Réseau Souvenir cinéphile. Maintenant, je passe au DVD. Ouais, parce que j'ai beaucoup attardé dessus. Tout d'abord, un match qui ne figure pas sur la carte. Ouais, il ne figure pas du tout sur la carte. R-Truth contre Kurt Hawkins en match simple. Facile, c'est victoire de R-Truth. Donc il bat facilement Kurt Hawkins. Donc ce match-là, 3,10. Et en match d'ouverture, what? Ils ont mis en match d'ouverture Edge contre Dolph Ziggler. Ça, il est présent dans les matchs de Best of Pay-Per-View 2011. Donc c'est sûr, je connais le résultat par cœur. Pareil pour Extreme Rules. Enfin, Extreme Rules. Pareil pour Elimination Chamber, WrestleMania, Extreme Rules, Over the Limit, Money in the Bank, SummerSlam, Night of Champions, Hell in a Cell, Vengeance, Survivor Series et TLC, je crois. Enfin, on verra bien, on verra bien. Pour l'instant, j'en suis pas encore ici. Mais voilà, je connais les résultats par cœur. Et il y avait une stipulation pour Edge. Si Edge avait utilisé son Spear, par contre, il marque la lance. Ça veut dire ça la traduction. Le Spear, la lance. Eh ben, il aurait été disqualifié, il aurait perdu le titre au profil de Dolph Ziggler. Donc, s'il avait utilisé son Spear, eh ben, il serait disqualifié, il aurait perdu le titre. Ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Par exemple, qu'on prive d'un finish d'un catcheur pour mieux réussir. Car c'est vrai qu'on se rappelle du Switch and Music de Shawn Michaels. Ouais, c'est vrai. On se rappelle du Switch and Music de Shawn Michaels qui avait été interdit par Randy Orton et que ça a permis à Randy Orton de gagner. On se rappelle du Gogo Plata qui est le Hell's Gate de l'Undertaker qui devait plus l'utiliser pendant pas mal de temps. Et bien sûr, évidemment, le Spear qui a été banni. Et un peu plus loin, en 2015, le RKO aurait été banni en plein match, au profil de Seth Rollins. Donc ça, je me rappelle très bien. Et qu'il a fallu que Kelly se pointe en s'occupant du cas de Vicky Guerrero, en la giflant dessus. Ça a un petit peu perturbé Edge, mais Dolph Ziggler fait un zigzag à Edge et qui croyait avoir la victoire en main alors que l'arbitre est totalement apte à pas continuer. Donc il s'est un peu gouré de stratégie Ziggler. Et qu'il retente une nouvelle fois, cette fois-ci Edge, il le contre. Et là, il fait son spear dans le dos de l'arbitre. Donc ça veut dire l'arbitre l'a pas vu, donc voilà, il peut pas contester, même si on voit en replay. Et jusqu'à ce que l'arbitre reprend ses esprits, il fait le kill switch en hommage à son pote Christian. Donc qui catchait du côté de la ECW. Et qu'après il va remonter dans le roster principal du côté de SmackDown. Voilà. Donc victoire de Edge en description de ce match-là. Match suivant, le Miz contre Randy Orton. Pour le titre de la WWE. Et oui. Donc on était passé à là, maintenant à là. Match était pas mal. On va peut-être dire mieux qu'au TLC. On va dire mieux qu'au TLC, même si au TLC, je me suis beaucoup bien marré en voyant une soi-disant feinte on va dire... je perds mes mots, hein, je sais pas ce que j'ai, je perds mes mots. Donc, honte de moi, je perds mes mots. Bon, on va dire, il fait une ruse de couillon. Ouais, parce que le Miz, il s'est toujours comporté en véritable couillon qu'il était. Et que même quand il affronte Orton, il utilise beaucoup de tactiques, même si en utilisant Alex Riley pour mieux, on va dire, mieux réussir à atteindre ses objectifs. Et que Randy Orton, il connaît la supercherie, vu comment on sait bien qu'il est face. Et que c'est à partir de 2011 où il va devenir à 100% face. Après, il y en a qui feront un scandale comme quoi c'est honteux de voir Randy Orton en ultime face, alors que nous on préfère en ultime heel, destructeur, psychopathe, qui est
abus de sa personne, qu'il est hors de lui. Je suis un petit peu d'accord, mais faut dire, il faut un changement d'évolution. Et que malheureusement, il a encore supercherie de mise. Et du coup, il arrive à surprendre Orton avec un Skull Crush Infinity. Alors que Randy Orton, il allait faire son RKO. Et je crois qu'il a voulu essayer d'utiliser son pun kick. Mais que le Miz, il se défait, il fait le Skull Crush Infinity. Et il bat Randy Orton. Tout simplement. Ce match-là, j'ai jamais noté. Je lui mets un 3,50. Voilà, je mets un 3,50. Match suivant, F. Torres contre Leila. Et attendez, contre Michelle McCool et Natalia. Donc un match à 4. Donc il est marqué là. Ouais, j'aurais pu parler des bonus comme Todd Grisham interview Eve, mais ça, on va revenir après. Donc ça part en fourie générale, ça part en catfight, comme dirait Joey Styles. Et que les femmes essaient de se démarquer, essaient de capturer ce foutu titre. Notamment Leila ou Michelle McCool qui pourrait devenir championne à nouveau des divas. Ou alors une première pour F. Torres. Et que finalement, elle va remporter le match. Je sais pas si c'est face à... Enfin, si elle fait son finish à... Et Leila, je sais bien qu'elle avait le moonsault en finish. Ouais, je crois que c'est le moonsault qu'elle avait en finish, exactement à la manière de Lita. Donc c'est victoire de F. Torres. Est-ce que ce match-là, je pourrais lui mettre un 3,20 ou 3,5? Oh là là, dur, c'est très dur. Quand c'est un match qui est plutôt pas mal en termes de qualité diva, c'est vrai que je pourrais ajouter un 3,5 ou d'autres types de notations élevées, mais c'est pas non plus extra. On va dire que je lui mets un 3,5. Voilà, un 3,5 d'encouragement. C'était pas mal. Et maintenant, on passe au main event. Oui, il est très très court. Il n'y a que 5 matchs, sans compter le kick-off. En total, ça fait 4 matchs. Mais sinon, voilà, si vous regardez sur Wikipédia, ça fait 5 matchs. Donc, la bataille royale de 40 personnes. Et le vainqueur aura un match face au champion mondial de son choix à WrestleMania. Entre WWE et du monde poids lourd. Voilà. Le résultat, peut-être que je vous le dirai, mais tout d'abord, je me rappelle qu'il y avait pas mal de participants qui participaient, notamment la nouvelle Nexus, et que CM Punk a pris la relais, et qui va dominer durant la plupart de la rencontre. Il demande à ses hommes de main de ne pas se faire avoir, et de bien être vigilants. Donc ils essaient d'être vigilants pour éviter de se faire avoir, mais que malheureusement, il y en a un qui va se faire éliminer. Je ne sais pas qui est-ce que c'est, Husky Harris. Ouais, peut-être que c'est Husky Harris. Mais sinon, celui qui a tenté d'éliminer, il se fera éliminer justement immédiate par la Nexus. Donc c'est sûr, grosse domination de la nouvelle Nexus. Et qu'après, à chaque fois quand les participants arrivaient, ils arrivent, ils se font éliminer. Bref, ça c'est plus des catcheurs qui sont, on va dire, à un état faible. C'est un peu, on va dire, tiré par les cheveux de ma part, mais on dirait qu'il y en a qui étaient un peu faibles. Mais sinon, il y en a qui étaient à l'état fort. Et que je me rappelle que John Cena était dans cette bataille royale, et que même Hornswoggle faisait partie. Il faisait partie de la bataille royale. Et je crois que c'est quand John Cena il arrive qu'il commence un peu à aller à tirer l'herbe sous le pied de la Nexus. Je crois que c'est là. Ouais, que je me rappelle que Hornswoggle arrivait, il essayait de faire son John Cena en faisant le Attitude Adjustment sur Tyson Kidd. John Cena, lui, je sais pas vers qui va être éliminé. Faut dire, j'ai des souvenirs un peu vagues de ce Rumble. Oh là là. Oh, c'est catastrophique quand j'ai des souvenirs vagues. Bref, on va dire que John Cena se fait éliminer, donc il va pas remporter le Rumble. Randy Orton aussi va se faire éliminer jusqu'à ce que il reste... Non, Orton va pas se faire éliminer directement. Je sais bien qu'ils étaient trois. Ils étaient trois.
parce que Santino, il a essayé de se faire discret pour éviter qu'on le remarque. Oui, Santino, il était dans le Rumble. Pourtant, on le remarque pas forcément, et que tout le monde s'en rappelle à chaque fois quand il participait dans un Rumble, eh ben, il se fait éliminer en une seconde. Enfin, même pas une seconde, très rapidement. Ce qui fait, on va dire, de lui le, le score d'élimination le plus rapide au monde. Bref, n'importe quoi. Et que Randy Orton, je sais pas qui il élimine, mais Alberto Del Rio, il élimine en douce Randy Orton. Et qu'après, ben, il reste plus que Alberto Del Rio et Santino Marella. Et là, la finale. Santino Marella et Alberto Del Rio. Qui aurait cru? Franchement, pas moi. Car on se dit, Santino, on sait qu'il n'aura aucune chance. Mais vous imaginez si la WWE aurait fait, on va dire, une petite histoire au niveau de Santino. On va dire, c'est l'histoire d'un petit comique qui rêverait de devenir champion du monde, même s'il n'a pas, on va dire, l'étoffe d'un main eventer ou d'autres types de, de charisme ou etc. Vous avez compris un peu le délire. J'ai pas toujours les mots pour mieux décrire ce que je voudrais dire, parce qu'il faut dire, c'est tellement complexe et que pour être un main eventer, il faut être un catcheur établi, musclé, mais pas forcément trop musclé, parce que pour Monsieur McMahon, il faut être très grand avec des énormes muscles. Voilà, pour lui, c'est ça l'étoffe d'un main eventer, selon lui, alors que pour moi, l'étoffe d'un main eventer, ben, il faut certes, il faut être musclé, mais pas forcément toujours musclé. Il faut être grand ou alors petit, ça dépend lequel gabarit, mais du fait que tu arrives à tenir le rythme des poids lourds, parce que c'est vrai que en termes de poids lourds, il faut être un peu grand, mais pas très gros. Même si en poids lourd, c'est vrai qu'il y en a qui ont des poids un peu trop volumeux, volumineux, on peut appeler ça comme ça. Et que Santino, lui, répond pas aux critères. Lui, il est plus dans le côté comedy wrestling. Lui, il est plus dans le côté comedy wrestling, tandis que Alberto Del Rio, ben, on sait que c'est un catcheur qui peut être prometteur, parce que c'est vrai en plus, car en même pas un an, même si c'était qu'en 2010 qu'il a fait ses débuts, eh ben, il va réussir à capturer un titre mondial. Mais ça, on va revenir plus tard. Mais bon, voilà. Excusez-moi si j'ai fait un peu bouger la caméra, parce que je t'ai placé mon téléphone. Et que là, Santino, il tente tout ce qu'il peut pour éliminer Del Rio, mais Del Rio, il se raccroche directement aux cordes. Et après, ben, la pire erreur de Santino Marella, il aurait pas dû célébrer trop vite, ouais, en faisant la trompette sur le ring, ou, euh, ou la trombone, parce que il fait comme un genre de trompette à chaque fois quand... Bref, il est vraiment grotesque hein, quand il fait le clown. Jusqu'à ce que Alberto arrive à le surprendre avec un Enziguri et qui fait balancer par-dessus la troisième corde. Et là, Alberto Del Rio, il remporte la bataille royale et c'est lui qui va à WrestleMania affronter le champion de son choix. Et aussi, c'est un peu le premier à avoir remporté la bataille royale de 40 personnes. Et en Arabie Saoudite, en 2018, ce sera 50 personnes. Je sais pas s'ils vont retenter l'expérience, mais cette fois-ci avec 60 personnes. Donc, ouais, un énorme bataille royale. Et vous imaginez s'ils feront une bataille royale de 100 personnes. Le show va durer 3 heures. Il va durer 3 heures ou plus. Ah, comme quoi il faut bien rêver. Mais bon, certes, pour certains, la victoire de Royal Rumble n'a pas été très mémorable. Faut dire, le show en lui-même est un peu dans une case vide. Hein. Donc Royal Rumble est un peu moins mémorable que les autres. Mais bon, le Rumble était quand même un peu énorme, malgré que ça manquait un peu de bon booking. Parce que faut dire, il n'y a pas des affiches de fou dans ce Rumble.
Certes, vous avez de tout, des mid-carders, des open mid-carders, des jobbers, des main eventers, ce que vous voulez. Mais bon, voilà. Au moins, vous m'avez compris. Pour le Rumble, je mets... allez, même s'il n'était pas très, très, très mémorable, mais j'avais apprécié l'intervention de la Nexus. Je lui mets 3,70. Voilà, 3,70 malgré tout. Je ne vais pas le mettre plus haut. Honnêtement, je ne vais pas le mettre plus haut. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Voilà. Et que pour... ah ouais, attendez. Bonus. Ouais, donc Alberto Del Rio célèbre sa célébration et F. Torres fait interviewer. Voilà. Donc voilà. Avant de partir, ben voilà, j'ai dû achever ce que j'allais manquer de dire. Donc match, petit bonus, scènement promo, ensemble, parce qu'il y avait pas mal de promos et de scènements en coulisses. L'ensemble, je lui mets 3,60. Ouais, je sais, c'est un peu décevant. C'est le même chiffre que je mets la plupart des DVD, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Au moins, j'ai su répondre la plupart des messages de Orbat et un peu de cinéphile. Et que voilà. Donc, c'était DVD Pro Catch. Ça fait 2 fois, je sais. Si cette review et vidéo vous a plu, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.